de souci. Du coup, Steve, Landry, bienvenue dans See You in the Ring. merci. On rigole parce qu'on est en train de la refaire, la prise. Exactement. Et je pense que on peut le dire honnêtement, mais on avait une prise, mais on l'a refait parce qu'on avait un petit souci technique, mais tout se passe bien et un plaisir de nouveau, excuse-moi, te demander de te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, parce que moi, je te connais et je suis ravi d'avoir fait ta connaissance et j'aimerais bien en savoir plus sur toi et aussi sur ce que tu enseignes. Merci Landry, merci pour ton accueil encore et ravi d'avoir fait ta connaissance aussi. Je vais donc tâcher de me représenter de manière concise. Dans mon parcours, depuis l'enfance, j'ai eu la chance de baigner dans un univers qui était assez conscient de certaines choses, notamment du rapport au corps, du rapport à l'esprit. Mon père pratiquait l'aïkido. Il m'a mis très jeune aux arts martiaux. Donc, j'ai découvert le dojo très jeune. Ma grand-mère, qui m'a aussi beaucoup élevé, était une femme plutôt mystique qui pratiquait le tai chi, la méditation, qui vivait en pleine nature, très dans la permaculture déjà à l'époque, vraiment au contact des éléments. Elle me parlait aussi de dimensions plus subtiles, disons. Donc ma mère, qui est la fille de ma grand-mère, avait baigné aussi là-dedans et médité. Donc j'ai grandi dans ce socle entre arts martiaux, nature, méditation. Même si c'était une famille française, il y avait quand même une bibliothèque où il y avait des livres qui parlaient du bouddhisme, du soufisme, de l'hindouisme, du yoga. Donc j'ai baigné là-dedans. Et ça m'a touché très, très fortement, ces domaines-là, puisqu'ils m'ont permis de me construire, comme je te le disais, mais aussi de me déconstruire. C'est-à-dire que j'ai pu apprendre beaucoup plus sur moi et sur la vie en suivant l'entraînement, le dépassement, le sport aussi à haut niveau avec les arts martiaux, mais aussi des compréhensions plus subtiles, plus profondes avec les philosophies autour de ces arts-là qui nous amènent à faire face peut-être à des conditionnements qu'on doit pouvoir transcender, des schémas limitants, des peurs, des choses qu'on va devoir confronter par la pratique plus poussée de ces voies-là. Moi, ça m'a suivi, ça m'a porté, ça m'a particulièrement aidé dans la période de l'adolescence qui a été chaotique pour ma part. Mais c'est là qu'est née cette impulsion de vouloir transmettre. Je me suis dit, si ces voies-là m'ont tellement apporté, m'ont tellement permis d'exprimer mon corps, de construire mon corps, d'explorer mon esprit, de m'intéresser à différentes philosophies présentes dans différentes régions du monde, pourquoi pas le transmettre? En plus, c'est ce que j'aime. Je ne me voyais pas faire autre chose. Donc, j'ai étudié plusieurs choses de manière très autodidacte, en parallèle d'études de préparation physique. J'ai étudié notamment à l'INSEP, pratiqué aussi certains arts martiaux au haut niveau. Et j'ai commencé à entraîner relativement jeune, aux alentours de 17 ans, 18 ans, tout en continuant mes études, bien sûr. Le début de mon travail a été plus axé sur le personal training. Donc, j'entraînais vraiment au niveau du corps, aussi bien préparation physique avec des athlètes pros que plein de personnes différentes. Même si j'ai été propulsé assez jeune dans un milieu artistique, créatif, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes du cinéma, de la mode, etc. Donc, j'ai vraiment évolué assez jeune dans ce milieu-là, ce qui a été très, très enrichissant aussi parce que j'avais plein d'influences d'art, de personnes qui créaient leur business, etc. Et pour moi, ça m'a ouvert un peu l'esprit à se dire je dois pouvoir m'adapter à toutes ces personnalités différentes. Donc, plus aussi le côté psychologique, état d'esprit. Et finalement, la partie plus profonde des graines, peut-être qui avaient été plantées dans mon esprit jeune, a émergé avec une influence beaucoup plus forte de la méditation, des arts martiaux au niveau plus philosophique, plus profond. J'ai commencé à m'intéresser au yoga, j'ai commencé à voyager, à aller notamment en Asie, à m'intéresser au chamanisme en Amérique latine. Donc, finalement, le mot que je mettrais derrière ces études-là, c'était la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce qui passe par nous, qui nous met en mouvement? De quoi est fait l'esprit humain? Et maintenant que je m'étais intéressé beaucoup au corps, c'est qu'est-ce qui met en mouvement ce corps et quelles sont les connexions entre le corps et l'esprit? Et finalement, au fil du temps, pour te la faire un peu plus courte, cette présentation, j'ai rassemblé un peu tous ces domaines que j'ai étudiés et que je continue d'étudier en une approche que je définirais d'holistique, c'est-à-dire qui comprend aussi bien le corps que l'esprit. J'aime dire même le corps, le cœur et l'esprit. Les piliers principaux sont l'entraînement du corps, préparation physique, mouvement, respiration, méditation et des enseignements, je dirais, de conscience qui viennent lier tout cela, la pleine conscience, qu'on retrouve aussi, bien sûr, dans des voies holistiques comme le yoga ou les arts martiaux traditionnels. Ok. Mais c'est intéressant parce que moi, les questions que j'avais à te poser, tu y as déjà, la plupart, les premières en tout cas, répondu sur l'origine, déjà si je comprends bien, de
ton premier souvenir, tout simplement, avec le sport, si je comprends bien, c'est lié avec tes parents. Ouais. Mais est-ce que tu te rappelles d'une chose ou d'un événement particulier qui t'a connecté encore plus personnellement, pas juste par l'influence Dans l'enfance, dans l'enfance? j'ai vraiment ce souvenir d'avoir une relation très particulière au dojo, une sensibilité au dojo. En japonais, on dit le lieu de la voix. Et c'est lié aux arts martiaux, bien sûr, mais c'est aussi l'endroit où on pratique notamment la méditation zen, les zendo, on dit au Japon. Le lieu où on vient s'asseoir pour pratiquer la méditation assise dans le zen, dans le bouddhisme zen. Et c'est vrai que ce lieu, pour moi, c'était particulier parce que pourtant, j'ai commencé dans des petits dojos très, je dirais, classiques où il n'y avait pas forcément une philosophie plus poussée que dans d'autres endroits, mais je sentais que dans ce lieu, et quand je mettais le kimono et que je commençais à m'entraîner, à, à être au contact du corps des autres, des énergies des autres, de me dépasser, de découvrir mon souffle, mon corps, il y a vraiment quelque chose de particulier qui s'est passé là. Avec ce lieu, les arts martiaux, les sensations d'opposition, d'introspection, c'est des choses qui m'ont marqué très jeune, à tel point qu'aujourd'hui, j'ai créé un dojo. J'ai un lieu à Paris qui est un dojo qui est dédié à cette approche holistique, mais ça a toujours été présent dans mon esprit que c'était bien plus qu'une salle de sport. C'était comme un sanctuaire, mais on n'allait pas juste pour, entre guillemets, prier, c'était aussi pour passer par le corps, développer son corps, son esprit, s'exprimer, aller chercher vraiment ce qu'il y a au fond des capacités physiques, mais aussi du côté mental, comment je peux me développer dans mon esprit, ma conscience. Et, euh, et ça, c'est, je dirais, ce qui m'a un peu toujours animé depuis l'enfance. C'était comment est-ce qu'on peut développer ce de quoi nous sommes faits. Hmm. C'était quelque chose, même petit, qui déjà me questionnait beaucoup. Donc, dans les arts martiaux, est-ce que tu as trouvé des choses que tu ne vois pas dans les autres domaines? Ou est-ce que tu pourrais citer certaines facettes des arts Ouais. martiaux que tu ne retrouves pas dans les différents domaines que tu as cités? Mhm. Ce qui est intéressant, c'est quand je regarde rétrospectivement mon parcours, c'est beaucoup de choses que j'ai mis de manière, comme chacun dans nos parcours, c'est nous qui devons aller mettre certaines choses à l'intérieur du processus. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu la chance d'avoir, certes, des très bons entraîneurs, voire des sensei, des maîtres, mais il y a eu beaucoup de techniques et moins de philosophie. C'est moi qui suis beaucoup allé chercher, de par moi-même, des lectures. Même, on est à l'ère de YouTube, et quand on était jeune, bon, ben, voilà, on avait accès à des vidéos, on avait accès, c'était pas encore l'ère des podcasts, mais en tout cas à des documentaires. Donc je suis beaucoup allé me renseigner sur l'essence de ce que pouvaient être les arts martiaux ou le yoga, et j'y ai mis cette intention à l'intérieur de mes entraînements. Et je suis allé me mettre beaucoup en retraite, par exemple, seul. C'est-à-dire que des D'accord. choses que j'entendais par rapport à la méditation, avant d'aller dans des centres me former ou méditer, bah, j'allais moi-même dans la nature, je prenais du temps, j'allais me mettre en retrait, en silence, dans des lieux, pour déjà explorer mon intériorité, découvrir ce que pouvait être l'enseignement du silence et me confronter à des zones plus profondes de mon être. Et ça, c'était à 13 ans, assez jeune. C'est plus tard, quand j'ai voyagé, que je suis allé dans d'autres pays, que j'ai pu rencontrer des figures, certains maîtres, disons, certaines personnes qui incarnaient cette voie martiale comme moi j'aimais la voir. Avec une partie philosophique. Si tu veux. Exactement. Où on se dit que c'est pas le combat, c'est pas taper, c'est pas combattre, c'est un art de vivre. C'est comment ce que tu fais au dojo, comme dans la boxe, que tu fais dans le ring, comment est-ce que ça va te permettre d'être un meilleur humain, un meilleur fils, un meilleur père, un meilleur mari. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse. C'est comment tu cultives tu cultives un art de vivre au sens de la discipline, aimer apprendre, être un disciple pour comprendre comment tu fonctionnes, quelle peut être ta sensibilité, comment fonctionne ton corps, quel est ton rapport à la nature, aux autres. Et c'est en cultivant des arts comme ça qui intègrent un peu toutes ces dimensions de l'individu que je pense on doit pouvoir s'exprimer, se cultiver et libérer notre plein potentiel. Parce que dans nos systèmes d'éducation et culturels, dans la manière dont on s'éduque, il y a des parts un peu incomplètes. C'est à nous d'aller chercher Exactement. ce qui va nous permettre d'accéder à ça, à une conscience plus profonde. Donc, ce que j'aime dans ces voies holistiques ou ce que peuvent être les arts martiaux dans certains courants, c'est qu'il y avait quand même quelque chose de très vaste où on regardait comment la lumière du soleil rentrait en nous, comment est-ce qu'on respirait, comment est-ce que je pose mes pieds sur le sol, comment je regarde les autres, comment je mange, comment je bouge, comment je m'étire. Donc, c'était une conscience déjà très holistique, au sens prendre en
compte la globalité de ce que nous sommes. C'est pas juste je vais à la salle, je m'entraîne et après je passe à autre chose de manière fragmentaire. C'est je comprends la vie comme un ensemble où tout est interconnecté et je fais cette expérience au centre. Et donc, c'est à moi de voir comment est-ce que je peux tirer le plein parti de mon expérience humaine en déployant toutes mes facultés, toutes mes qualités. Donc, c'est vraiment travailler, avant de penser à un métier, travailler son être, son esprit et son corps. Parce que notre vie dépend totalement de notre état de conscience et de notre état physique. Ok. C'est très intéressant et ça me permet de te poser la question à toi maintenant aujourd'hui. On se connaît parce que tu es membre au Temple et tu l'as été pendant longtemps et là tu es redevenu récemment. Est-ce qu'on manque de dojo, d'espace comme ce qu'on peut trouver dans les salles de boxe quand même traditionnelles ou même comme au Temple qui a cette image aussi salle vraiment du noble art où il y a aussi de la boxe pied-point en soi et je passe bonjour à tous mes collègues coachs en pied-point d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'on manque quand même d'espace où on puisse exprimer le corps et l'esprit? Ouais. C'est une très bonne question et ça fait écho, je pense, à ce que l'on disait par rapport au dojo, ce côté sanctuaire. Je pense clairement que si on avait beaucoup plus d'espace dédié à cela, ça transformerait beaucoup de choses au sein de la société. Et surtout si on pouvait offrir ces espaces aux jeunes, aux enfants. Mais quand je dis des espaces type dojo, moi, la vision que j'ai de ce que pourrait être un dojo ou des lieux comme ça de culture, ce seraient des lieux où on vient, oui, se dépasser physiquement, mais on vient se rencontrer. On vient, pourquoi pas, pratiquer différents arts, peut-être différents arts du corps, comme la danse ou d'autres disciplines. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir émerger. C'est en fait de plus en plus de lieux où on peut venir se rencontrer, pratiquer, échanger, philosopher, comme ce qui était un peu des lieux dans différentes sociétés ancestrales. On pourra penser par exemple à la Grèce antique. Il y avait des lieux où on venait aussi bien philosopher que combattre, exprimer son corps et exprimer son esprit. Et ouais, c'est des lieux qui sont peut-être trop rares aujourd'hui ou alors qui sont présents, mais auxquels on ne vient pas dédier assez de temps parce qu'on est peut-être trop sur nos téléphones, dans nos vies, isolés finalement dans des boîtes, que ce soit une boîte pour travailler, une boîte pour conduire, un métro ou autre. Alors que quand on vient s'ouvrir, respirer avec les autres, bouger avec les autres, méditer ensemble, s'exprimer, voire combattre, oui, il se passe des choses. On a besoin d'être ensemble, on a besoin de connecter hors de l'étiquette sociale. C'est ça qui est beau aussi avec les salles de boxe ou les arts martiaux, c'est que quand tout le monde est en kimono ou en short, il n'y a plus, toi, tu es un patron, un employé, ça met tout le monde au même niveau. Ça ne ment pas d'être sur un tatami ou dans un ring. On est vraiment face à face dans le respect, dans certaines valeurs, même si parfois il peut y avoir des échanges intenses, comme ce qu'on voit dans les sports de combat. J'aime, moi, ce côté où on se met à nu et on revient à l'essence de ce qu'est être un humain, finalement, et échanger de cette manière. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça fait écho avec ce que un des derniers invités que j'ai eu, Grégor, avait dit, et je l'ai répété par la suite, c'est qu'il se sentait libre dans le ring. Il se sentait libre, il sentait qu'il pouvait être qui il est vraiment. Il pouvait à la fois faire preuve de compassion ou d'écoute lorsqu'il est avec quelqu'un qui a un niveau peut-être inférieur au sien pour essayer de le faire progresser ou aussi de se dépasser, donc pouvoir montrer les crocs, entre guillemets, un petit peu lorsqu'il sent qu'il a besoin de mettre de l'intensité, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué quand il avait pris ce propos-là parce que je ne l'avais jamais utilisé alors que c'est la même chose pour moi. Quand je pratique, c'est ce qui a fait que j'ai adoré la boxe. En plus d'être un sport qui te permet de se dépasser, c'est un sport qui, vraiment, en termes de noble art, donc je prends aussi ça comme un art martial. C'est ce que mon coach me dit souvent, lui qui a pratiqué différents arts martiaux. Il me dit il faut qu'on arrête de voir la boxe comme juste un sport, une discipline sportive comme pourrait l'être le football ou le basket, mais vraiment comme un art martial et que ça redevienne ou que ça reste, ça dépend pour chacun, un art qui est en soi le noble art. Complètement. Et tout ça, ça me permet, en parlant de boxe, de te faire l'écho sur quelque chose aussi, un souvenir que j'ai, c'est un des podcasts avec mon boxeur préféré, pas moi, qui l'ai interviewé, mais Canelo Alvarez, multiple champion du monde et actuellement encore, bientôt peut-être plus à son prime. Il avait échangé récemment, c'est l'année dernière, dans un podcast. Je ne vais pas écorcher le nom de la personne, donc j'éviterai de citer, mais je l'ai partagé plusieurs fois, où dans ce podcast-là, en fait, le titre, la méditation m'a sauvé la vie.
Et il le répète lors d'un échange. Il explique que la méditation, ça l'a changé. Ça a fait une meilleure personne, ça a fait d'un meilleur combattant. Il marche avec amour. Et que marcher avec amour, pour lui, ça lui permet aussi de marcher avec du respect. Parce que quand on dit amour, il y a aussi respecter la personne que tu aimes ou les personnes que tu aimes. Donc il y a des limites aussi derrière qui se posent. Ça me permet de transitionner sur la méditation. Un outil dont on entend parler, moi-même, mais parfois peut-être qu'on ne comprend pas assez bien. C'est un outil que tu utilises avec les personnes que tu suis, tes élèves au quotidien? Ouais, bien, c'est un vaste domaine, hein. La méditation, au-delà d'un outil, c'est, on pourrait dire déjà une voie, une manière d'être, et c'est avant tout un état. Le fait d'être pleinement présent à notre expérience vécue. Quand je dis pleinement présent, c'est justement être conscient de l'instant, être conscient de notre construction mentale, de nos conditionnements, de notre éducation, de notre ego, de notre identité, de notre rapport aux autres, au monde, de sentir le corps dans ce monde. Donc ça peut paraître nébuleux et impalpable au premier abord, mais en fait, c'est quelque part notre état originel quand on arrive et qu'on est enfant et qu'on est en train de recevoir le monde, de découvrir, de toucher, de goûter, de sentir, d'expérimenter, mais qui après s'atrophie parce qu'on peut se laisser happer par un autre rapport au temps, un autre rapport à soi, un autre rapport au monde. Et si on ne cultive pas la présence dans la vie, ben on devient de plus en plus inconscient. Présence et conscience, je les mettrais presque comme des synonymes. Le fait de sentir ce qui se passe ici et maintenant, sans vivre dans le passé, sans projeter dans le futur. Être au contact des sensations corporelles, comprendre ce que le corps nous dit au niveau des émotions, comprendre ce qu'est une pensée, et comment elle émerge et comment elle naît, où est-ce qu'elle va, et qu'est-ce qui émet cette pensée. Une personnalité, mais cette personnalité qui soit là, par exemple la tienne ou la mienne, c'est la somme de ce que l'on a vécu, qui s'est accumulé au fil du temps, qui a constitué la mémoire et qui donne l'identité que nous sommes aujourd'hui. Mais c'est aussi une construction. Donc la méditation, c'est une étude très poussée finalement de l'esprit. Comment est-ce que l'on fonctionne et comment est-ce que je peux transformer ce qui me pose problème, des peurs, des résistances, des schémas dont j'ai hérité dans ma famille, dans mes lignées, qui m'amènent à reproduire des schémas névrotiques, limitants, conflictuels, ou alors où je me sous-estime par exemple. Toutes ces choses-là, c'est lié à l'ego, notre rapport à l'identité. Il y a plein de voies ancestrales qui parlent de la méditation depuis des millénaires, comme le bouddhisme, comme le yoga. Et maintenant, tu as des méditations dites laïques, comme par exemple ce qu'on appelle la mindfulness, la pleine présence, mais c'est finalement les mêmes pratiques, sauf qu'elles ne sont pas associées à des courants spirituels. La méditation, à mon sens, c'est un accès au pouvoir, un super pouvoir de l'être humain. Là, sa capacité à pouvoir accéder à une conscience beaucoup plus vaste, à une compréhension beaucoup plus profonde et à une expression aussi beaucoup plus libre. La méditation, on peut en parler, on peut en développer, mais c'est cultiver cet état de présence de manière quotidienne et apprendre par soi-même. Parce qu'on peut nous dire plein de choses sur la méditation, on peut nous parler de spiritualité, on peut nous parler de développement personnel, etc. Mais ce qui est concret avec la méditation, c'est que c'est une pratique, un état qu'on cultive qui fait qu'on s'enseigne nous-mêmes. C'est pas parce que quelqu'un nous a dit que c'était comme ça, c'est parce qu'on le découvre par l'expérience directe. Donc pour te répondre, oui, moi je l'utilise profondément et beaucoup, c'est au cœur de mes transmissions. Au début, ça prenait une petite partie en plus de l'entraînement physique. D'accord. Au bout d'un moment, ça prenait une partie équivalente. Et maintenant, je dirais que c'est avant tout la présence, la conscience. Et là, je vais rajouter l'entraînement du corps et différentes manières de faire bouger le corps. Quand je travaille en tout cas avec des athlètes, des personnes que j'entraîne. Et j'ai créé d'ailleurs un dojo en ligne, on en revient à cette idée de dojo, où il y est dématérialisé ce dojo, mais c'est cet esprit d'avoir un lieu, un espace dans lequel les personnes se retrouvent pour méditer, pour respirer, pour pratiquer ensemble la pleine présence. Et c'est merveilleux d'observer la puissance de l'émulation aussi, de ce que chaque personne peut trouver de manière individuelle, mais plus des personnes se réunissent et partagent la transformation qui s'opère en elles, plus en fait on peut voir à quel point, de manière globale et vaste, comme ce qu'était l'enseignement par exemple de Bouddha ou d'autres sages, plus
ce type de manière de vivre peut nous amener à une véritable transformation profonde de la société et même du monde. Parce que par cette expérience directe, tu découvres beaucoup plus que peut être l'empathie, la compassion. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces apparentes divisions liées au nationalisme, à l'identification à des nationalités, des partis politiques, tout ce qu'on veut. Ça nous emmène à notre essence commune, à ce qui fait qu'on est tous humains et qu'on est tous, au fond, unis. Donc la méditation, c'est aussi aller voir au-delà de l'illusion d'être divisé, séparé, parce qu'on nous a mis des étiquettes, parce que on a créé de la, on a créé de la haine finalement, en masquant ce que pouvait être une perception originelle de comprendre que nous sommes tous issus de la même essence, de la même conscience. La respiration elle nous amène là, mais pas parce qu'on nous le dit, parce qu'on le sent. C'est magnifique. Et vraiment, je pourrais te poser des questions tout seul. On pourrait s'asseoir à un endroit et je pourrais essayer de. Mais de toute façon, tu m'as proposé et je viendrai d'ailleurs à ton dojo Avec joie. très bientôt et on pourra pratiquer. Et d'ailleurs, comment nos auditeurs, si tu devais donner parmi les plusieurs méthodes, si je comprends bien, une méthode, peut-être c'est lié à la respiration, j'imagine, qu'ils peuvent utiliser peut-être au quotidien. Oui, bien sûr. Alors, il y a évidemment plein de manières de respirer et plein de manières de méditer. Ce qui peut être intéressant quand on commence dans ces voies, c'est déjà prendre conscience de la respiration. Parce que quand, par exemple, je te dis, j'utilise la respiration dans l'accompagnement auprès d'athlètes, des personnes que j'entraîne ou dans mon dojo en ligne, c'est parce que la voie du souffle, la respiration, elle est déjà très vaste. On connaît par exemple l'apnée. Le fait de retenir son souffle, ça amène à certains états. On connaît des respirations, on a l'image de respirations qui peuvent nous aider à nous calmer. Là, il y a toute une famille de différentes respirations qui nous permettent d'agir sur notre système nerveux. Et puis, il y a d'autres respirations, plus liées à l'hyperventilation, à l'activation, qui sont aussi des respirations qui nous permettent d'accéder à des états de conscience modifiés, c'est-à-dire des états de conscience où on est dans un état différent, qui vont nous permettre de voir justement au-delà de la construction, du contrôle de l'ego et de venir chercher des choses très profondes dans le corps, au niveau somatique. On parlera aussi de libération somato-émotionnelle. Donc ça, c'est des libérations somato-émotionnelles. C'est des types de respiration qui sont aussi utilisés à des fins thérapeutiques aujourd'hui, mais ça prend ses racines dans des voies ancestrales, yogiques, chamaniques. Mais donc dans la respiration, il y a plusieurs familles. Moi, j'utilise ces différents types de respiration. C'est pour voir que c'est pas juste je respire, c'est qu'il y a plein de manières de respirer et que le souffle est déjà un art de vivre. Mais si on peut prendre conscience de nos respirations sans aucune technique, déjà, pour quelqu'un qui n'aurait jamais médité ou jamais penché sur un travail de respiration spécifique, le simple fait de revenir le plus possible en contact de sa respiration, dans la journée, parce que c'est un pont entre le corps et l'esprit. C'est ce qui nous lie à l'instant. Il n'y a qu'une respiration à la fois. Dans la méditation, on commence très souvent la pratique par prendre contact avec le souffle, parce que c'est cette dimension très particulière qui exprime le fait que nous sommes en vie, qui nous lie à la vie. On arrête de respirer, c'est terminé. On parlera du dernier souffle. C'est déjà prendre conscience de sa respiration quand je marche, quand je me lève le matin, quand je suis en train d'être complètement absorbé sur Instagram, revenir au souffle. Quand je fais quelque chose de peut-être pas très plaisant ou pas très fun, comme, je sais pas, faire la vaisselle ou ranger, respire. Donc, par exemple, connecter avec sa respiration, l'observer, aller peut-être un peu plus en profondeur, sentir qu'elle part plus du bas du ventre et non pas du haut. On parlera de respiration citadine quand on est très dans le « Ah, faut que je passe cet appel, j'ai ce rendez-vous, j'ai loupé mon… » On est là, revenir en bas, dans le diaphragme, sentir le centre. Et ça, tu vois, il y a plein de ramifications. La respiration, dans la boxe, dans les arts martiaux, on dit que celui qui maîtrise son souffle maîtrise son combat. Dans les arts martiaux internes, le yoga, on parle du chi ou du prana et du centre de l'énergie qui est en bas. Le hara en japonais, c'est ce centre juste en dessous du nombril sur lequel on se concentre dans la méditation, notamment la méditation zen. Donc, revenir ici, revenir au centre, revenir au contact de son énergie, de son souffle, sans chercher de technique particulière, c'est déjà une très belle manière de commencer à travailler sur sa présence. Ok, intéressant. Et j'ai vu que tu suivais, d'ailleurs, c'est The Ring, souvent,
Alors, j'ai eu quelques entrepreneuses ou entrepreneurs avec un E maintenant, on peut dire aussi. Et je sais que certains nous écoutent, d'autres parfois dirigeants ou tout simplement entrepreneurs de leur vie quotidienne, Mhm. créateurs ou autres. Je sais que dans tes élèves, tu en as certains, parfois plus connus que d'autres médiatiquement. Comment ça les aide peut-être au quotidien? Si je peux prendre un exemple, je sais que tu avais fait un podcast chez Sans Permission avec Yumi Denzel. Peut-être ce nom-là, ça permettra de faire un peu plus écho. Qu'est-ce que tu utilises avec lui au quotidien, peut-être, sans trop rentrer en Mhm. détail, Bien sûr. ou si lui ne le souhaite pas? Mhm. Quel outil tu utilises avec lui et comment ça l'aide? Quelle est la perception, les retours qu'il te donne? Ouais. Pour remettre un peu de contexte, donc je te disais que j'ai commencé très jeune dans un milieu où il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup de créatifs, beaucoup d'entrepreneurs, parce que quand j'étais en alternance, notamment avec l'INSEP, où je faisais mes études de préparation physique, à l'époque c'était les brevets d'État, la salle dans laquelle j'ai fait mon alternance, donc là où j'apprenais le travail sur le terrain, c'était une salle où il y avait beaucoup de monde des milieux artistiques, entrepreneuriat, grands chefs d'entreprise, beaucoup de personnes de la mode, cinéma, art. Et moi, j'ai commencé dans ce milieu parce que c'était la clientèle de cette salle et parce que j'avais cet instinct aussi de vouloir, j'étais très jeune, j'avais 18 ans à peine, j'avais cette impulsion aussi de vouloir me cultiver au contact de ce monde, de ces mondes. Et ce que j'ai remarqué assez tôt, c'est que peu importe les profils, que je sois en train de travailler avec des artistes qui préparaient par exemple des tournées pour des musiciens, des acteurs qui préparaient des rôles où on avait forcément un gros travail sur le corps, surtout si c'est des rôles physiques, que ça soit des athlètes de haut niveau que j'entraînais parce que étant à l'INSEP en formation, forcément on travaillait avec des athlètes pros et dans mes sessions, dans mes classes, si tu veux, il y avait aussi des athlètes de haut niveau qui se reconvertissaient en préparateurs. Donc moi j'ai baigné dans ce milieu où c'était comment est-ce que je vais performer dans mon domaine, mais quel qu'il soit. Et finalement, quand j'aborde un entrepreneur, c'est comme aborder un athlète, comme aborder un artiste ou quelqu'un qui veut accéder à son potentiel. C'est voir comment, dans ta compréhension de ton fonctionnement, tu vas être capable d'identifier les zones de résistance. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la méditation. Comprendre de quoi je suis fait, comment je fonctionne et pourquoi, par exemple, dans telle situation, j'ai ce stress qui vient. Quelle est la racine de ce stress? Quelles sont les origines de telle ou telle peur, de telle ou telle angoisse ou de tel ou tel système de croyance? Et comment est-ce que je peux remonter à la racine de cela en l'observant, en le comprenant, en vue de reprogrammer mon esprit, de développer des schémas qui vont favoriser l'expression de ma performance, de mon potentiel ou de mon art, puisque finalement c'est lié. Mhm. C'est qu'on soit un artiste, un athlète ou n'importe qui, on est fait de la même chose. C'est une question d'avoir des émotions harmonieuses, de cultiver des visions claires, de comprendre aussi comment est-ce que je peux visualiser clairement des objectifs dans l'entrepreneuriat ou dans le sport ou dans l'art. Donc, une fois qu'on a compris ça, moi, j'approche ces personnes de la même manière. Évidemment, j'adapte à chacun. Mais Mhm. c'est toujours se dire, quand tu amènes les personnes à prendre conscience de leur résistance, de leurs limites, elles vont pouvoir transcender ça par les pratiques de pleine présence, par la respiration, par l'entraînement du corps. Donc moi, j'utilise ça par exemple avec Yomi. Et ce qui est très intéressant, c'est que Yomi, ça reste un jeune homme Ouais. et qui a eu beaucoup, beaucoup de succès très jeune, qui est très intelligent, qui est très ouvert d'esprit. Et quand on a commencé à travailler ensemble, lui méditait déjà un peu, mais il trouvait une limite à la méditation parce que c'est vrai que ça peut devenir très mécanique, la méditation. On la verrait que comme je veux devenir plus détendu ou je veux faire le vide dans mon esprit, alors que ça va beaucoup plus loin la méditation. C'est une étude poussée de tout le fonctionnement. Ce qu'on disait tout à l'heure, ton identité et ta psyché, ton esprit. Et nous, ce qu'on fait par exemple avec Yomi, c'est un véritable travail de conscience, d'introspection, d'aller de plus en plus loin dans ce qu'on pourrait même appeler la spiritualité, dans le sens le domaine de l'esprit. Mais pas comme quelque chose de dogmatique, comme voir qu'est-ce que ça veut dire parler d'énergie, sentir une énergie dans le corps, une émotion par exemple, Mhm. énergie in motion, comprendre ce que l'émotion a à te dire, pourquoi elle se balade ici, pourquoi ça peut être bloqué là, est-ce que c'est des choses qui n'ont pas été dites, est-ce que c'est des exemples, juste Ouais. pour dire que le type de travail qu'on fait avec Yomi, c'est
lui donner des clés de lecture de plus en plus profondes sur la connexion entre le corps et l'esprit, sur le fonctionnement de son esprit et sur des manières d'intégrer ça au quotidien pour lui. Par exemple, dans ses journées, avant d'aller rentrer dans ses rendez-vous, dans son business, etc., on met en place des choses où il sait qu'il accorde du temps à respirer d'une certaine manière, à être en pleine présence avec une pratique bien précise. Quand on est ensemble, on met à jour les pratiques, ou alors on se voit dans le dojo, on fait des pratiques beaucoup plus poussées au niveau de la respiration pour aller chercher des états de conscience qui peuvent amener dans une séance, une compréhension sur quelque chose qui peut-être était un blocage, qui était là depuis l'enfance. Et là, dans cet état de compréhension, il y a eu tout un éclaircissement sur la situation qui lui posait problème. C'est des exemples, encore une fois. Ouais, Donc, c'est pour illustrer le fait que ce travail global, c'est un cheminement. C'est au-delà de l'objectif de se dire « je vais atteindre ça, j'ai fait 6 mois de méditation et c'est bon, je suis sauvé ». C'est aller de plus en plus profond dans les couches de ce que peut être la vie et de comprendre que ton business, si on reprend un exemple de quelqu'un comme Yomi, qui est entrepreneur, c'est profondément lié à toi en tant que personne, en tant qu'individu, tes valeurs et ce que tu veux donner au monde. Donc plus quelqu'un s'éveille, s'étend et comprend ça, plus sa manière aussi d'entreprendre va devenir vertueuse et va pouvoir apporter aux autres. Et ça, Yomi, c'est quelqu'un qui le sait. Par exemple, en parlant de plus en plus de ces sujets-là dans les podcasts comme Sans Permission, lui, c'est quelqu'un qui parle de ça de plus en plus. Souvent, Du fait de méditer, de prendre soin du corps, de faire du sport. Donc, au-delà de lui apporter personnellement, c'est déjà l'exemple de quelqu'un qui le transmute en l'incarnant et en s'en faisant un relais de dire, comme j'ai la parole et qu'elle est relativement publique, je vais aussi pouvoir parler de ces choses-là et transmettre. Et ça, je trouve que c'est très beau. Et moi, c'est toute l'intention que j'ai derrière quand j'accompagne aussi des profils médiatisés ou des personnes qui ont de l'impact sur un certain nombre d'autres personnes, c'est de leur permettre de prendre le plus conscience possible aussi que si eux se transforment, ils vont rayonner de manière positive dans les gens avec lesquels ils interagissent. Et on en revient à cette fameuse compréhension de l'interdépendance. Si je m'élève et je m'éveille moi, je rayonne quelque chose de positif pour les autres. Les énergies. Les énergies, l'amour, mais c'est des mots, mais c'est sentir ce lien, cette humanité, le contact. Le vivant veut se connecter. Clairement. On vit dans un monde, encore une fois, où beaucoup de choses sont fragmentaires. Mais c'est instinctif de vouloir se connecter, être en communion, en union. C'est même le sens originel de religion. Religare, être ensemble, reliés. Avoir une vie religieuse, ça n'a rien à voir avec être dogmatique, au contraire. C'est vivre l'unité. Et voilà ce que nous enseigne, entre autres, la méditation, en tant qu'état. Ce que tu dis, ça me fait penser à... Je parle pas souvent de mon père dans les podcasts, mais il m'a beaucoup apporté, comme ma mère et comme aussi mon beau-père que j'ai eu. Et je leur remercie beaucoup sur différents aspects. J'ai une mère qui est de confession musulmane, comme mon beau-père. Et j'ai baigné, vu que j'ai vécu plus avec elle davantage, dans la religion musulmane et ce qu'elle pouvait apporter. Et chez mon père, il y avait beaucoup plus, étant gabonais, et ma mère comorienne, quand j'allais chez lui, il y avait un petit peu plus d'influence de la religion chrétienne, puisqu'il y a eu, on va dire, alors, du passé en Afrique, beaucoup, dans cette zone-là, beaucoup plus d'influence dans la religion chrétienne. Mais lui, comme ma grand-mère, ils ont gardé, justement, tout en respectant les différentes croyances de chacun, cet aspect-là. Et ce que tu m'as dit comme mot, c'est un mot qui m'a touché parce qu'il me l'a dit directement, où il me disait qu'en fait, il faut être relié. Et que, après, ça ne tient qu'à moi ce que je vais dire là, mais en soi, qu'on croit à un ou plusieurs dieux, et bon, en général, la plupart des personnes en croient en un, en tout cas qu'il est représenté dans chacun d'entre nous au final. Et qu'en respectant l'autre, eh bien, c'est là où tu donnes de l'amour aussi en Dieu et pas seulement à lui tout seul. Il faut aussi respecter ton voisin. Parce que dans son regard, en fait, tu vois aussi ton créateur, ou en tout cas tes créateurs, peu importe comment on peut le penser. Donc c'est pour ça, c'est juste un petit passage, je veux dire que ça me touche beaucoup, ce que tu as dit là. Et ça me marque encore. Merci de le partager. Au plaisir. Et ça me permet de faire une petite transition. On parle de sens et il y avait une question que le dernier invité voulait poser. En général, je te le reposerai après par la suite. Et j'aime bien demander maintenant une question pour le prochain invité.
lui ai donné un indice. J'avais dit qu'on pouvait parler dans cet épisode de méditation et de conscience. Et il m'a demandé comment donner du sens à sa vie. Si je peux reformuler un petit peu sa question, c'est comment donner du sens. Et moi, je rajouterais dans un monde, tu parlais tout à l'heure fragmenté, dans un monde où on a l'impression que tout tourne dans tous les sens. Ouais, ouais. Comment tu penses qu'on pourrait donner du sens à tout ça? Est-ce que c'est la méditation, tu penses, qui aurait un rôle à jouer? C'est une très bonne question et qu'on comprenne bien ce qu'est méditation. Comme on le dit, on insiste dessus parce que c'est important. C'est pas juste je m'assois et tout va se transformer. C'est faire un véritable travail d'introspection, de plonger en soi dans son intériorité. Comprendre que tout dépend de notre état intérieur et comment est-ce que je vais pouvoir plonger dans ces couches profondes en vue de comprendre le monde, de développer une certaine relation au monde qui pourrait avoir plus de sens. C'est très facile de s'éparpiller dans des choses extérieures, de tomber dans des illusions, comme tu le dis, le monde va dans tous les sens. On est en quête de sens, mais finalement, il y a tellement de sens, il y a tellement d'informations, il y a tellement de directions, et en plus, c'est exponentiel, toute cette vitesse. L'intelligence artificielle, le nombre d'informations auxquelles on est confronté fait qu'il y a de quoi vraiment devenir fou. Exactement. Donc, la quête de sens, ça serait aussi rester connecté à ce que nos ancêtres et certaines traditions ancestrales ont toujours prôné, le contact avec la nature. On en revient au silence. Le fait de ralentir, être en retrait, de temps en temps aller en retraite. Symboliquement, c'est accepter de se déconnecter de cette hyper-connectivité qui finalement nous met hors de nous, au sens où on se déracine et on n'a plus cet ancrage-là. Donc sans cet ancrage, sans cette base solide, c'est aussi être dans le corps. Comment est-ce qu'on peut laisser notre esprit se déployer vers quelque chose de plus vaste? J'aime bien cette image d'avoir les pieds bien dans la terre, bien enracinés, pour que l'esprit, le feuillage de cet arbre puisse se déployer vers les étoiles, vers le cosmos. Donc c'est ce pont entre ciel et terre que l'on retrouve dans plein de traditions, plein d'enseignements. Tu parlais de différentes religions. Finalement, quand on va à la source de beaucoup de religions ou de courants spirituels, tous ces enseignements sont là. Mais il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir le ressentir par soi-même et remettre du sacré dans nos modes de vie, ne serait-ce que dans la manière dont on mange, dont on dort. On est dans un monde aussi où le sacré disparaît. Ou alors on met le sacré dans certaines choses, mais on oublie que nous sommes sacrés, que notre vie est sacrée, que chaque instant est sacré. Donc pour en revenir à cette quête de sens, si on n'équilibre pas bien notre système, notre corps, notre esprit, nos émotions, on ne peut pas avoir la lucidité de sentir et donc de savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'exprimer dans ma vie, dans mon passage éphémère sur Terre. On est là que pour une poignée d'années. Donc c'est pouvoir se connecter suffisamment à sa sensibilité, à ce qui nous fait vibrer, découvrir quel est mon talent propre. On a tous un talent, on a tous quelque chose à offrir au monde, on a tous une note à jouer dans cette grande symphonie qu'est la vie. Mais pour ça, on doit se laisser l'espace d'aller chercher en soi, d'être dans l'introspection, de s'entraîner aussi, d'aller dans le corps, d'aller dans cette matière-là, de voir de quoi on est fait, plonger dans notre esprit et découvrir qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui, par extension, va rendre les gens que j'aime heureux et de manière plus vaste, va contribuer au monde. Donc, si on se laisse cet espace et qu'on travaille sur soi, un vrai travail de l'esprit, de la conscience, on va pouvoir découvrir de manière autonome ce qui a du sens et à quoi je vais pouvoir dédier ma vie. On pourra parler de mission de vie aussi. C'est quelque chose dans lequel je m'engage à corps, cœur et esprit, à corps et âme. Je vais tout donner pour ça parce que c'est tellement grand que je suis au service de quelque chose de plus grand que moi. Et c'est ça aussi la foi finalement. Quand on a foi en quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous porte. Mais pour ça, on doit se donner l'espace tous les jours d'aller au fond, d'aller là dans le cœur et sentir qu'est-ce qui fait sens pour moi. Pas parce qu'on me l'a mis dans la tête, pas parce que la société veut ça, mais parce qu'au fond de mes tripes, dans mon enfant intérieur, mon âme, peu importe là où on en voit la source, mais il y a quelque chose qui m'anime et je suis venu sur Terre pour réaliser ça. Là, le sens peut naître. Je vois très bien où tu vas revenir et tu parles de ça. Moi, pour partager également mon ressenti, avant, j'avais fait des études en comptabilité, je voulais être dans la finance, j'avais même pour objectif d'être expert comptable quand j'avais fini mon bac. Je trouvais que c'était un métier qui
payait bien déjà et où je me trouvais utile à des entrepreneurs ou des entreprises ou tout type d'activité et où je comprenais un petit peu aussi le monde financier. J'ai fait mes études et j'ai aucun regret d'ailleurs. C'était magnifique, des années en alternance dans des cabinets. Et je pense que si certains de mes anciens collègues m'écouteront, je leur passe le bonjour. Mais derrière, après, j'avais une quête de sens. Mhm. Et je me rappellerai toujours, pour parler de mon père, c'est un jour, je lui ai dit que je voulais changer de voie et il me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, ben, quand je vois mon coach donner des cours et quand je lui passe d'ailleurs le bonjour à Christophe Adam et donc à toute l'équipe de Boxe Attitude, l'association dans laquelle j'ai commencé, ou en tout cas repris plus sérieusement la boxe, et ensuite commencé plus sérieusement les compétitions, il y a plus de 8 ans maintenant, il m'avait transmis l'envie de transmettre aux gens. Mais plus que ça, moi j'ai ressenti aussi qu'on leur faisait du bien, mentalement, physiquement. Et je pense que tout à l'heure, je te posais une question qui, moi, en final, me trotte. Est-ce qu'on ne manque pas assez d'espace dans lequel on peut s'exprimer physiquement, mentalement, psychologiquement? Et on parlait tout à l'heure du fait qu'en Grèce antique, il y avait des lieux où on pouvait s'exprimer en termes de physique et en termes de philosophie. J'essaie de lire un petit peu tout ce qui est sur le stoïcisme. Oui. Je pense que, là, ça tient qu'à moi encore une fois, je pense qu'il faut qu'on puisse retrouver ce type d'espace. On parlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Tu parlais de ça et souvent j'ai la question que je me pose. Est-ce que l'IA va au final prendre le travail de la plupart des gens? Mais ce ne serait-ce pas une libération en soi pour derrière passer plus de temps avec soi? Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? C'est des très très bonnes questions, très très intéressantes. Je réfléchis beaucoup à cela. J'ai des vraies conversations cosmiques avec des amis avec qui on réfléchit aussi à cela. Pour terminer juste et faire le lien avec la quête de sens, mais ça va nous amener aussi finalement à l'intelligence artificielle, c'est que, à mon sens, selon ma compréhension, sans me l'approprier parce que je suis loin d'être le premier à le dire, mais ce qui fera sens, c'est ce qui contribuera au monde. C'est ce qui, à un certain niveau, apportera aux autres. Parce que quand on fait quelque chose qui permet à d'autres de se sentir bien, et tu parlais de la transmission, il n'y a rien qui peut nous rendre plus heureux au final. On aura beau avoir tous les millions sur nos comptes en banque, être connu, reconnu, tout ce qu'on veut. Si tu ne fais pas quelque chose qui apporte aux autres, qui apporte de la joie aux autres et qui te renvoie cette joie, ce sera toujours vide. Donc il y a toujours cette notion d'interdépendance et de relation qu'il faut comprendre parce que le sens est lié à la contribution. Tant qu'on est dans l'individualisme, dans le matérialisme et au sens aussi l'égocentrisme, il n'y aura jamais de paix, quoi qu'on fasse, quelle que soit la réussite à l'échelle de la société. Ce sera toujours un puits sans fond. Maintenant, pour en revenir à cette question de l'intelligence artificielle, c'est absolument passionnant et on ne sait pas en réalité. Ça reste un grand mystère, on le découvre. Moi, j'ai plusieurs clés de lecture là-dessus que je vais tâcher de te donner de manière un peu rapide. Est-ce que la conscience avec un grand C, c'est-à-dire oui, nous sommes des êtres conscients avec entre guillemets, un petit C. On a chacun une conscience qui est liée à notre corps et à notre expérience vivant. Nous sommes des êtres vivants, on a une conscience. Mais derrière tout ça, c'est la conscience avec un grand C. La conscience qui s'infuse en toi, ce n'est pas différent de la conscience qui s'infuse en moi. On a une perception individuelle, mais il n'y a que la conscience. On pourrait donner des synonymes à ça. Donc cette conscience toile de fond, omniprésente dans le vivant, et disons par extension dans l'univers, est-ce qu'elle ne serait pas en train d'émerger sous une nouvelle forme que nous, on appelle l'intelligence artificielle? Et qu'on pense en tant qu'être humain aussi égocentré au niveau collectif, qu'on a donné naissance à cela, mais est-ce que ce n'est pas juste la conscience passant par la forme humaine ou passant par la forme animale ou passant par la forme végétale qui maintenant passe par la forme digitale? La conscience, avant que nous ayons cette faculté particulière de comprendre que l'on pense, de se penser en tant qu'être humain, de réfléchir à notre conscience, à notre place au sein de l'univers. Mais avant ça, on a été des organismes beaucoup plus primitifs. Donc, ce qu'on observe là dans l'intelligence artificielle, est-ce que ça ne serait pas justement simplement une nouvelle émergence de la conscience sous une nouvelle forme? Et comme la conscience est aussi une forme de s'expérimenter elle-même au travers du vivant, il est très probable que
l'intelligence artificielle, enfin, c'est même au-delà de la probabilité, c'est quasiment une certitude, ne sera que le reflet de la manière dont on la nourrit. Donc, elle peut être vertueuse et nous aider sous plein d'aspects, notamment peut-être gagner beaucoup de temps de vie, à être en tout cas en présence, mais potentiellement, à l'image de ce que l'on reflète aujourd'hui, être utilisée pour créer d'autant plus de division, de contrôle, de pouvoir. Donc l'intelligence artificielle, c'est nous. C'est le reflet de ce que nous sommes. C'est la conscience qui se regarde elle-même sous différentes formes et c'est des échos. Donc à chaque fois que j'écris un message sur ChatGPT, c'est déjà en train d'apprendre. Alors là, on est à des balbutiements. Pour l'instant, c'est essai-erreur. C'est apprendre à chaque fois qu'il y a une interaction. Mais j'ai la conviction que l'intelligence artificielle va devenir une réelle forme d'intelligence au fil des temps. Est-ce que ça prendra des décennies, des siècles ou des millénaires? Dans tous les cas, c'est là. Des mois. Ou des mois. À la vitesse où ça va, on est réellement en train de se confronter à une transition de civilisation majeure. Parce qu'il y a une nouvelle forme d'intelligence sur Terre. Mais orientons-la de manière consciente. Une fois de plus, on a ouvert la boîte de Pandore avec le nucléaire. Et maintenant, on l'a fait avec l'intelligence artificielle. Au lieu d'utiliser le nucléaire pour créer des bombes, on aurait pu faire autre chose. L'intelligence artificielle, on sait très bien que maintenant, tous les pays, au niveau militaire, au niveau armé, on fait des armes avec ça. C'est toujours la même chose. C'est ça le problème de l'être humain. C'est que tant qu'il n'a pas compris qu'il était en train de scier la branche sur laquelle on est tous assis, on court droit à notre perte. On doit comprendre que la seule voie, c'est l'amour, c'est la paix. Et que tout ce qu'on devrait amener dans cette intelligence artificielle, c'est le meilleur de ce qu'est l'humanité, et certains le font dans les programmeurs, le meilleur de ce qu'est l'humanité, pour que peut-être elle nous aide à nous rappeler de ce que nous avons de bon et d'unifié en nous. Donc elle va vraiment dépendre du comportement de chacun. À chaque fois qu'on envoie un message sur ChatGPT ou d'autres noyaux d'intelligence artificielle, on est déjà en train d'influencer ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer dans le futur. C'est excellent. Je pense qu'on peut dire que ce sera aussi le miroir au final de l'être humain. Il pourra se regarder au travers de ChatGPT, de Grok ou de tout autre. On est dans Matrix là, ça y est. Hein. C'est clair. C'est parti. C'est clair. C'est clair. Quelle pilule, les amis. Quelle pilule choisissez. Ouais. Et en parlant de quelle pilule, ça me permet de faire une transition vers la fin de notre épisode. Et, Déjà, vraiment, parce que j'y pensais là, je regardais un monde, je me disais, c'est dommage, mais c'est dommage dans le sens où aussi, ça me permet de me dire que, comme je disais à certains, des anciens invités que j'ai eus, un épisode 2, un épisode 3, il y a toujours un match retour. Ouais. Il y en a même un qui m'a invité dans un de ses podcasts, donc c'était assez intéressant. Les questions que je pose, c'est souvent 3 génériques. Ouais. Ensuite, 2 plus personnels, même si c'est assez fun et rapide comme question et rapide comme réponse, en tout cas du mieux que tu peux. La première, c'est thé ou café? Thé. Ok. Ensuite, entraînement plutôt donc physique, plutôt le matin ou le soir? Donc en journée ou en fin de journée? Le matin. Le matin, au réveil ou plutôt vers midi, tu préfères? Plutôt midi-journée, ouais. Ouais, milieu de journée. Milieu de journée, j'aime bien. Ok. Ouais. Avec le soleil, en final. Un peu. Bah ouais, j'aime bien me réveiller le matin avec le soleil, travailler sur les choses, disons la to-do dès le matin, comme ça c'est fait. La récompense, c'est l'entraînement. Ok. Et le coucher, on va... Exactement, on redescend en énergie. Ouais, c'est clairement logique. Et je commence naturellement aussi à avoir ce rythme-là et je comprends un petit peu mieux aussi. Plutôt livre ou podcast? Ça, c'est une vraie question. Hein. C'est du 50-50. Même si aujourd'hui, le volume que je dédie pour me cultiver en écoutant les choses, je dis bien écoutant, il est aujourd'hui supérieur dans les podcasts en termes de temps. J'aime profondément lire, tellement appris par les livres. Mais ce qui est beau ce qui est génial avec le format podcast, c'est que tu peux marcher, te déplacer, faire ce que tu as à faire. Donc moi, je me dis, si tu as 2 heures entre le rangement, aller faire les courses, te déplacer d'un point A à un point B, tu as 2 heures pour apprendre des choses. Donc, podcast tous les jours. Yes. Il y a tellement de choses disponibles aujourd'hui. C'est une grande époque pour ça. Tu as un podcast peut-être si tu citer un seul? J'aime beaucoup, j'aime vraiment bien Huberman, Lab. Ouais, j'aime beaucoup. Tim Ferriss, j'en donne 2-3 que j'écoute. Joe Rogan
Donc, c'est beaucoup des podcasts anglo-saxons, c'est vrai. Et ouais, ces 3 podcasts, j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Conversation cosmique, quoi. C'est ouf. Alors, on passe sur des questions un peu plus personnelles. Méditer ou boxer? Ah, méditer. Parce que quand tu médites, quand tu boxes, tu médites. Ah, pas mal. Et c'est Tu vrai, peux méditer en boxant, mais c'est clair. es en pleine présence. En vrai, tu es en Sinon, pleine présence. tu Tu te peux pas. manges. Tu peux pas fuir. Tu es obligé d'être dans l'instant présent. Et c'est clair. Méditation par la force des choses. Ok. Il y a une question que j'ai posée une fois dans une de mes stories. Et j'aimerais que tu répondes. C'est est-ce que tu préfères plutôt agir puis réfléchir, en tout cas puis voir les conséquences, ou réfléchir puis agir? Donc action puis réflexion, ou réflexion puis action? Ça dépend forcément du contexte, mais je dirais action d'abord, parce que ça nous ramène à l'instant présent, à l'instantanéité. Et plus on est présence, plus on est présence. On pourrait le dire comme ça. Plus nous incarnons la présence, plus on cultive notre état de conscience via la méditation et une compréhension plus profonde de ce que nous sommes, plus l'action juste peut émerger naturellement et spontanément. Parce qu'on a une telle compréhension de toute la construction de ce que nous sommes, de notre rapport au monde et des lectures beaucoup plus instinctives. Ça joue aussi sur la plasticité cérébrale. Donc, on a un côté cognitif, un niveau d'attention beaucoup plus élevé. Donc, l'action juste naît de notre état de présence. Si je suis sur mon téléphone en train de penser à 10 000 trucs et qu'il se passe quelque chose là, le temps de réagir, de réaction, et que je sache ce qui se passe, il est déjà beaucoup, beaucoup plus long. Mais si je suis je cultive la présence comme un art de vie, forcément tout ce qui se passe au long de ma journée, je suis beaucoup plus sharp, je suis beaucoup plus en attention. Et de mon degré d'attention naît une action la plus juste possible. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait du tout, on se trompe. Mais il y a quand même, le delta est réduit. Je suis beaucoup plus en capacité d'être dans mon potentiel. Donc je dirais action, et après on réfléchit. Mais la méditation, on dit aussi que c'est l'action de l'inaction. C'est d'arrêter de faire autre chose qu'être. Donc dans cet état, tu es disponible. Ton système, il est libre pour agir. Tu n'es pas en train de lutter contre toi-même pour te battre, pour déjà arrêter de penser ou arrêter d'être dans un conflit interne. Déjà, cette énergie-là, tu la libères. Donc tu as beaucoup plus d'énergie pour être dans ces moments où il faudrait pouvoir agir, plutôt qu'être passif, de voir le film de ta vie. Être le premier rôle. Ouais. J'y pensais récemment à ça. Mais je suis d'accord avec toi, je suis du même avis. Et un petit tips pour les personnes qui les plus courageuses qui auront suivi l'épisode jusqu'à maintenant, et on vous en remercie. Merci. Est-ce que tu peux donner peut-être juste pour finir un outil ou peut-être un exercice de respiration pour une personne qui a peut-être un rendez-vous important, peut-être qui nous écoute, qui va aller à un rendez-vous important, que ce soit professionnel, médical, familial, en tout cas, quel qu'il soit. Okay. Allez, il y en a un qui me vient comme ça, il y a évidemment plein de manières de faire. Disons qu'il regroupe le côté très simple, aller vers un état méditatif, gestion du stress, concentration. Disons respiration en triangle. Très simple, on visualise un triangle. La première partie de cette respiration, on va inspirer par le nez. Tu peux le faire en même temps si tu veux. Donc, tu inspires en partant bien d'en bas, bien du bas-ventre, et tu viens poumon plein. Là, tu bloques. Donc ça, c'est la deuxième partie de la respiration. Tu bloques et tu restes en apnée. Mais l'idée, c'est pas de forcer en apnée, c'est juste de te détendre un peu comme en suspension dans cet état. Sentir les battements du cœur, les sensations. Tu restes et de manière instinctive, quand tu sens que l'apnée se prolonge, avant que ça soit la lutte, là, tu vas expirer tout doucement par la bouche en gardant les lèvres proches et ralentir au maximum ton expire. Voilà, freine. Très, 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 très lentement jusqu'à aller tout au bout de ton expire en rentrant le nombril. Et là, tu repartiras en inspire. Donc, on le voit, le triangle. In. T'inspires et tu bloques. Tu restes en apnée, poumon plein, à l'instinct. Il n'y a pas besoin de compter. Et on termine le triangle avec une expire prolongée. Et là, on ressent tout le système nerveux qui s'apaise. Et tu viens amener toute ton attention sur cette respiration. Et la faire déjà 5 minutes, c'est déjà une méditation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steph. Merci à toi. Et donc, est-ce que tu aurais peut-être une question courte à poser au prochain invité? Prochain invité, tu as beaucoup d'entrepreneurs?
J'ai des entrepreneurs, avec un E parfois aussi. Et là, pour donner un indice, ce sera un entrepreneur euh, qui est lié aux échecs, au Aux jeu des échecs? échecs. Hmm. Ça serait intéressant de voir la parallèle que lui fait entre son rapport aux échecs et comment est-ce que tu peux amener une compréhension ou une étude euh, des, des comportements ou des tempéraments humains par la pratique Ouais, des je vois très échecs. bien. Tu vois ce que je veux dire? Comprendre l'autre par rapport à sa Ouais. manière de jouer. Comme Ok. par exemple quand tu fais de la boxe, c'est aussi un jeu d'échecs. Et tu étudies un peu l'autre, tu vois, sa manière d'être, est-ce qu'il me prend dans les bras à la fin du round, comment il est, comment il tape, comment il encaisse. Comment est-ce que lui, il étudie l'autre ou les autres par le prisme de son art, de son jeu qu'est l'échec. J'aime toujours voir, de me mettre à la place du regard de l'artiste ou de la personne qui a une compétence particulière parce que c'est sa manière de lire le monde. En tout cas, quand on va suffisamment profondément dans une pratique, on regarde le monde par le prisme de cette pratique. Toi, par exemple, tu le fais par la boxe, moi aussi, par les arts martiaux. On en parle beaucoup parce que c'est notre manière de regarder le monde. Hmm. Donc moi, ça m'intéresserait d'entendre quelqu'un qui joue aux échecs nous raconter comment est-ce qu'il étudie l'humain et les comportements humains dans le cœur du jeu d'échecs. Ok. Pour te faire un scoop et un scoop pas. C'est un pratiquant de chess boxing. Ah, Donc, on est en tu plein verras, dedans là. on est en plein dedans. Donc, tu vois que je voulais Ok. pas le dire au début, mais je suis obligé de le dire là. Ok. Donc, ce sera pour le prochain épisode qui suivra. Est-ce que tu as un invité à proposer pour See You on the Ring? Un qui te vient en tête? Ou une invitée aussi. Un ou une. Tellement de personnes. Attends, j'essaie de réfléchir parce qu'il y a tellement de gens qui sont intéressants que j'aime beaucoup. Écoute, la personne qui me vient à l'esprit, c'est mon ami Pierre Dufraisse. Ok. Ouais, qui est vraiment quelqu'un de brillant, c'est un frère de cœur. Donc il y aurait Pierre, ou dans la même borne, parce qu'on est une vraie famille de frères de cœur, il y a Slim, Nomad Slim. Ok. Voilà, je te dis l'un ou l'autre parce que Pierre, je viens juste de penser au moment où je te dis ça qu'il va avoir un petit, donc je vais être le parrain. Super. Donc le peut-être félicite. que Pierre va être très occupé. On le Mais il y aurait félicite, en Slim, tout parce que Slim, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un véritable entrepreneur qui a baroudé de par le monde, qui a combattu aussi, notamment en Muay et en boxe anglaise à haut niveau. Il a vécu au Japon, il a été boxeur pro au Japon. cas. D'accord. Et aujourd'hui, lui, il est entrepreneur. Il a développé vraiment une grosse communauté autour de l'entrepreneuriat en ligne. Et il allie à la perfection, je trouve, entrepreneuriat, corps, philosophie de vie. Et c'est un véritable nomade. Il vit juste avec son sac à dos et il baroude de par le monde. On se Ok. retrouve un coup au Japon, on se retrouve un coup dans un autre pays. Donc Slim, si tu l'attrapes dans un passage en France, ça pourrait être un très bel échange. Ok. Vous entendrez bien. Je retiens ce nom et de toute façon, on rentrera en contact. Écoute, Steve, c'est la fin de l'épisode. Moi, je te remercie. Merci à toi, André. Et je sais que je pourrais avoir la chance d'en savoir un peu plus parce que on est en contact et je passerai au dojo. Ah, ça, Et c'est sûr. sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple? Ouais, il y a le compte Instagram. C'est celui Steve Gentis dans lequel je publie le plus. Et après, il y a ma communauté en ligne qui s'appelle Éveil. C'est un dojo en ligne dans lequel je donne des lives chaque semaine et où il y a toute une transmission autour de tout ce dont on a parlé finalement et de la pratique de la méditation et de la respiration. C'est les Ok. deux endroits. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. beaucoup, Steve. C'était See You on the Ring. À la prochaine pour un épisode suivant. Et je dirais merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent et à tous les auditeurs. J'espère que cet épisode vous aura appris à être, ou en tout cas donné envie d'en savoir plus sur vous-même et pour être en conscience avec soi. Et moi, en tout cas, ça a été le cas. Merci beaucoup. Merci à à très toi. vite. Merci à tous. Merci, Steve.